Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire initié par la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec l'assurance maladie, les services de prévention et de santé au travail du BTP et l'OPSAT, l'AMDPH, Cap Emploi 25 et 90 et Comet France. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre cette série de rendez-vous dédiée à un sujet essentiel, prévenir la désinsertion professionnelle et favoriser le maintien en emploi. L'objectif de ces webinaires est de vous aider à mieux comprendre les situations à risque, identifier les bons interlocuteurs et connaître les dispositifs que vous pouvez mobiliser au sein de vos entreprises. Le webinaire va durer environ 45 minutes. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat tout au long de la rencontre pour poser vos questions ou partager vos remarques. Nous ferons en sorte d'y répondre lors d'un temps dédié, mais une foire aux questions vous sera également envoyée avec le replay des webinaires pour apporter des réponses aux questions auxquelles nous n'aurions pas pu répondre en direct. Pour accéder au chat, vous pouvez aller sur le petit onglet à droite de l'écran, ou en bas si vous êtes sur mobile avec la petite icône notes. Donc, le webinaire, comme vous l'avez compris, sera enregistré et le replay ainsi que tous ceux de la série vous seront envoyés par mail prochainement. Donc, avant de commencer, nous vous proposons de répondre à un petit sondage pour tester l'outil. Donc, pour y répondre, nous vous invitons à cliquer sur la petite icône bulle dans l'onglet à droite de votre écran ou en bas si vous êtes sur mobile. Donc, par quel biais avez-vous connu ce webinaire? Donc, soit par les réseaux sociaux, par un mail d'invitation, par le bouche à oreille, ou par votre service de santé au travail ou un autre partenaire. Donc, on vous laisse le temps d'y répondre. Donc, je vois que pour la grande majorité d'entre vous, c'est par le biais d'un mail d'invitation. Donc, en tout cas, merci d'y avoir répondu favorablement et d'être présent avec nous aujourd'hui. Donc, pour poursuivre, je vais laisser les intervenants se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Mathis Duré et je suis chargé de maintien dans l'emploi à Cap Emploi. Bonjour à tous, je m'appelle Audrey Bosselette, je suis chargée d'insertion professionnelle pour Comet France. Bonjour à tous, je suis Mélodie Dagneau, je suis assistante sociale assurance maladie. Bonjour à tous, je suis Joëlle Mangel, chargée d'accompagnement social et professionnel pour le service social OPSAT. Bonjour à tous, Cindy Moulin, je suis référente d'insertion professionnelle à la MDPH du territoire de Belfort. Et donc, moi-même, Sylvia Mélière, je suis responsable du service social de l'assurance maladie sur le territoire Nord-Franche-Comté. Donc, pour poursuivre le sujet qui nous réunit aujourd'hui, accueillir et accompagner un salarié atteint d'une maladie évolutive et ou en situation de handicap est un enjeu majeur pour vous en tant qu'employeur. Au-delà des obligations légales, il s'agit de créer un environnement inclusif, respectueux et adapté. Et donc, ce webinaire a pour objectif de vous apporter des clés pour comprendre les défis rencontrés, identifier des leviers d'action et mobiliser les bons partenaires afin de favoriser le maintien dans l'emploi et la qualité de vie au travail. Donc, pour illustrer concrètement ces enjeux, nous vous proposons de découvrir à travers une situation réelle les outils et dispositifs existants ainsi que les acteurs mobilisables pour accompagner un salarié confronté à des difficultés de santé. Cette approche pratique vous permettra de mieux appréhender les solutions disponibles et leur mise en œuvre dans votre contexte professionnel. Donc, avant toute chose, il nous paraît essentiel de définir avec vous brièvement ce qu'est la prévention de la désinsertion professionnelle, ou ce qu'on appelle plus communément la PDP. Donc, il s'agit vraiment de prévenir le risque de perte d'emploi d'un salarié à la suite d'une altération de son état de santé. Alors, un salarié ou vous-même, employeur en tant que dirigeant,
Et l'objectif est vraiment d'être dans un repérage le plus précoce possible de ce risque pour déclencher vraiment très en amont une prise en charge coordonnée avec l'ensemble des partenaires et en faisant mieux connaître à la fois les dispositifs existants, mais aussi l'ensemble des acteurs auprès des employeurs et des salariés. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Mélodie pour vous présenter la situation concrète de Jean. Donc, merci Sylvia. Nous partons donc à la rencontre de Jean. Il a 59 ans, il est chauffeur poids lourd dans la même entreprise depuis 1994. Il est en arrêt de travail depuis septembre 2023 et suite à des problèmes de santé au niveau du dos qui rend du coup le port de charge compliqué, la posture assise prolongée peut se révéler difficile. Et tout comme les flexions et contorsions, tout ça complique les mouvements, notamment au niveau de son dos. Donc, au début de la situation de Jean, se trouve donc le service médical de la sécurité sociale qui prend contact avec monsieur pour faire le point, autant sur la santé que sur son activité professionnelle. Donc, il en ressort de cet échange une orientation vers le service social de l'assurance maladie avec l'accord de monsieur afin de travailler autour de la PDP du coup et pour constituer un dossier auprès de la MDPH. Donc le lien entre le service médical et le service social se fait et un rendez-vous est programmé. Monsieur est accueilli par une assistante sociale. Elle lui explique qu'elle est soumise au secret professionnel et qu'elle accompagne du coup les personnes rencontrant des problèmes de santé. Elles sont le plus souvent en arrêt de travail et elle les accompagne quand il y a des problématiques de santé qui impactent leur vie professionnelle, personnelle, familiale, sociale, économique. On est vraiment sur différents axes. Donc en fait, ça se traduit par un travail autour du maintien en poste ou en emploi et également sur les répercussions des problèmes de santé sur tous les axes de la vie en fait. Ces axes sont abordés lors des différents entretiens avec Jean. L'assistante sociale lui présente différents dispositifs en lien avec la prévention de la désinsertion professionnelle qui correspondent à sa situation. Et elle lui présente également la visite de pré-reprise. Et c'est ce qui nous amène à notre premier sondage. Alors, selon vous, qui peut solliciter une visite de pré-reprise ? Et je vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, je vais vous présenter un petit peu plus la visite de pré-reprise. Ça y est, j'avais pas les réponses qui s'affichaient. Effectivement, il y avait plusieurs réponses possibles. Elle est déclenchée effectivement par le salarié, mais ça peut venir des médecins, soit traitants, du travail ou le médecin conseil. Et plus largement, en fait, tous les acteurs de la PDP peuvent préconiser la visite de pré-reprise. C'est un outil important au niveau de la PDP parce qu'elle permet d'anticiper pendant l'arrêt de travail les conditions qui peuvent faciliter un retour au poste le moment venu ou de travailler un reclassement si l'état de santé ne permet pas la reprise du poste. Elle favorise également le maintien dans l'emploi des salariés et, ce que je disais, en évitant la désinsertion professionnelle. Elle favorise le maintien. Plus elle est préconisée tôt, plus il est possible de travailler autour d'aménagement ou de reclassement ou de formation professionnelle.
on va reprendre du coup le fil rouge de la situation de Jean, qui se questionne sur la possibilité d'un nouveau séjour au centre de médecine physique et de réadaptation. Il avait déjà fait un séjour, ça l'avait bien aidé au niveau de son dos. Donc l'assistante sociale l'oriente vers le médecin traitant pour faire un point sur la pertinence du projet et le cas échéant pour qu'il puisse faire une prescription d'orientation. Le duo, donc assistante sociale et Jean, constitue également en parallèle un dossier auprès de la MDPH en vue d'une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Mais moi, je vous en dis pas plus et je laisse la parole à Cindy, qui est référente insertion à la MDPH. Merci Mélodie. Donc oui, monsieur va déposer un dossier auprès de la MDPH pour demander la RQTH et faire des demandes aussi de carte mobilité inclusion. Donc on va démarrer par un petit sondage, à savoir, selon vous, que veut dire RQTH? Donc réglage quotidien du travail humain, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, reconnaissance en qualité de travail en hauteur ou recensement de la quantité de travailleurs handicapés. Je laisse un peu de temps pour répondre. Donc, je vois que la plupart d'entre vous sont quand même plutôt d'accord. Ça veut dire reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et donc, on va détailler un petit peu plus. On va d'abord faire un petit focus de manière générale sur le statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi de travailleur handicapé. Donc, c'est un statut qui permet de faciliter l'accès à l'emploi des personnes handicapées. On sait que dans les entreprises de plus de 20 salariés, ces entreprises-là sont légalement tenues d'avoir au moins 6% de personnes ayant ce statut-là de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Ce statut-là, on l'obtient on peut l'obtenir par 3 organismes différents. Le premier, c'est la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées. Et on peut l'avoir via différents droits à la MDPH. Donc déjà via la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, mais aussi via l'allocation adulte handicapé ou si on possède une carte d'invalidité. Quand on est un mineur aussi d'au moins 16 ans, on peut l'obtenir, ce statut-là, si on a un droit ouvert à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou si on a un projet personnalisé de scolarisation. Il y a un deuxième organisme qui peut ouvrir droit à ce statut-là, c'est la sécurité sociale, notamment s'il y a une pension d'invalidité qui a été octroyée ou s'il y a eu un accident de travail ou une maladie professionnelle en fonction du taux d'incapacité permanente. Et il y a un troisième organisme qui peut octroyer ce statut-là, c'est via le Code de pension militaire et des victimes de guerre. Donc là, pareil, c'est s'il y a eu une pension militaire ou une allocation ou une. Donc voilà pour le statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. On va aller un petit peu plus en détail sur l'ARQTH, donc la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. À quoi elle sert? Donc elle permet à la personne en fait de bénéficier d'un accompagnement vers l'emploi en lui donnant accès à différents dispositifs d'insertion qui sont réservés aux personnes reconnues travailleurs handicapés. Elle permet aussi de donner accès à des établissements et services de réadaptation professionnelle pour prévoir la reconversion et la formation quand il y a besoin. Elle permet aux personnes aussi de candidater sur des postes en entreprise adaptée. Donc, les entreprises adaptées, ce sont des entreprises qui emploient au moins 50% de travailleurs handicapés. Et elle permet de prendre en compte en fait la situation de handicap dans l'environnement de travail d'une manière globale en permettant des aménagements de poste, des adaptations de poste. Et pour l'employeur, du coup, à quoi elle va servir? Donc, en fait, elle va permettre aux salariés d'avoir un accompagnement pour le maintien dans son emploi, notamment via les services de Cap Emploi qui vous seront présentés tout à l'heure. Ça peut permettre aussi de bénéficier d'aides financières
pour aménager le poste de travail, financer du matériel adapté. Et peut permettre aussi de bénéficier d'un financement des surcoûts qui sont liés au handicap d'un salarié. Et comme on le disait tout à l'heure, ça permet à l'employeur de réduire la contribution. Ça concerne les entreprises de plus de 20 salariés. La RQTH, du coup, comment ça fonctionne, comment on l'obtient? Donc, c'est une démarche personnelle qui peut être proposée par l'employeur, mais c'est toujours à la personne de faire la démarche. Il y a un dossier de demande, en fait, qui est à déposer auprès de la MDPH. Ce dossier-là, on peut le trouver en ligne ou il peut être retiré auprès de l'accueil de la MDPH et on peut être aidé à la MDPH pour le remplir si besoin. La durée de la RQTH, elle peut être variable, ça dépend vraiment de la situation de santé de la personne, à savoir si sa situation de santé va évoluer positivement, négativement, ou est-ce que ça ne va pas changer du tout. Donc la RQTH, le droit peut être ouvert entre 1 et 10 ans, voire même sans limitation de durée si on estime que ça ne va pas évoluer. Et bien sûr, la RQTH, ça concerne tout type de handicap, parce qu'on rappelle quand même que 80% des handicaps sont invisibles. C'est pas que des personnes en fauteuil roulant, c'est pas que des personnes qui marchent avec une canne. Donc, la plupart des handicaps sont invisibles et on croise tous les jours des personnes qui portent un handicap. Donc après, monsieur est du coup allé au CMPR et il a été accompagné par Comet pour la poursuite des soins et la préparation à la reprise du travail. Et là, je vais laisser la parole à Audrey pour présenter Comet. Merci Cindy. Du coup, je vais aller sur la slide suivante pour vous présenter Comet. Donc, Comet, c'est une association qui réalise un accompagnement socio-professionnel précoce pour les patients pris en soins dans les centres de rééducation et notamment ceux de la Fondation Arc-en-Ciel pour notre secteur. Comet France relie le soin et les projets professionnels pour éviter l'exclusion du monde du travail. Sur la slide suivante, on va revenir au cas de Jean. Et donc, monsieur Jean était accompagné par Comet dans le cadre de son séjour au centre de rééducation à Héricourt. Jean a poursuivi donc ses soins, préparé sa reprise et a bénéficié d'une rééducation ciblée avec l'étude de Comet. Et donc, ma collègue qui l'a reçu a fait une préconisation sur une visite de pré-reprise, un temps partiel thérapeutique, aussi l'informer sur les types de financement qui pouvaient bénéficier avec l'AGFIP et préconiser du matériel adapté pour la conduite, c'est-à-dire une protection un coussin de siège qui était adapté autant à son véhicule personnel que son véhicule professionnel. Voilà, du coup, je vais maintenant laisser la parole à Joël qui va vous présenter l'OPSAT. Merci Audrey. Alors effectivement, comme vous l'a expliqué Mélodie en tout début de ce webinaire, il a été conseillé à Jean de rencontrer le médecin du travail en visite de pré-reprise. Ce que Jean a fait, donc il a demandé sa visite de pré-reprise afin de faire le point sur sa situation médicale et de commencer un petit peu à réfléchir sur sa reprise de travail et notamment dans quelles conditions. Donc, je vous propose un petit sondage pour démarrer, puisque lors de cette visite de pré-reprise, il a été évoqué le temps partiel thérapeutique. Donc, selon vous, à quel moment peut-il se mettre en place? Le salarié doit obligatoirement être en arrêt de travail, à tout moment quand la situation le nécessite, dès le début de l'arrêt de travail ou à partir de 6 mois d'arrêt de travail. Je vous laisse prendre quelques instants pour les réponses.
Alors, effectivement, vous avez été 79% à bien répondre. Le temps partiel thérapeutique peut désormais être mis en place à tout moment et non plus à l'issue d'un arrêt de travail. Alors, on va dans la slide suivante, voilà, faire un petit focus sur ce temps partiel thérapeutique. Donc, le temps partiel thérapeutique prévient la désinsertion professionnelle du salarié en effectuant une activité professionnelle à durée réduite par rapport à son temps de travail initial prévu au contrat de travail. Donc, le temps partiel thérapeutique est prescrit par un professionnel de santé. Il doit être médicalement justifié. Une reprise progressive à temps plein peut aussi, se fera de toute façon. Et encore une fois, il va permettre aux salariés d'éviter, quand c'est possible, bien entendu, la désinsertion professionnelle. Jean a ensuite revu le médecin du travail dans le cadre de sa visite de reprise, cette fois-ci, c'est-à-dire à l'issue de l'arrêt de travail que l'employeur a déclenché pour lui. Dans la slide suivante, on va faire un petit focus sur la visite de reprise. Donc, effectivement, elle est différente par rapport à la visite de pré-reprise, puisque là, elle est demandée par l'employeur. Elle est réalisée par le médecin du travail et son but, c'est de vérifier que la reprise du poste au poste du salarié ne présente pas de risque pour sa santé ou celle de ses collègues. Bien entendu, la visite de reprise se mettra en place lors d'un arrêt de travail au moins égal à 30 jours dans le cadre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. Et elle se mettra en place au bout de 60 jours à l'issue d'une maladie non professionnelle. On continue un petit peu le parcours du salarié au niveau de OPSAT, donc du service de santé au travail. Quelques mois plus tard, Jean a demandé à revoir le médecin du travail pour faire un petit peu le point par rapport au temps partiel thérapeutique et par rapport aux préconisations supplémentaires. Il est vrai que je n'ai pas parlé lors de la visite de reprise que le temps partiel thérapeutique avait été acté avec une limitation au port de charge. Donc, dans le cadre de cette visite à la demande, on poursuit le temps partiel thérapeutique et le médecin du travail préconise donc des choses supplémentaires en tous les cas. Je vous propose un petit sondage par rapport à la visite à la demande. Donc, selon vous, qui peut solliciter une visite à la demande pour un salarié auprès du médecin du travail? Est-ce que l'employeur peut le faire, le salarié lui-même, le médecin traitant ou le médecin conseil? Je vous laisse y réfléchir quelques instants. Alors, la visite à la demande, on va passer à la slide suivante pour en reparler un petit peu plus. Donc, la visite à la demande peut être effectuée effectivement par le salarié. Vous avez été 37% à répondre que ça pouvait être effectué par le salarié. Ça permet d'évoquer avec le médecin du travail tout problème de santé, qu'il soit physique ou psychologique, et qui serait en relation avec le travail ou qui pourrait retentir sur celui-ci. La visite peut être également demandée de l'employeur, donc 37% également pour vous dans vos réponses, lorsque ce dernier constate que l'un de ses salariés rencontre des difficultés impactant son travail, sa santé et ou sa sécurité ou celle de tiers. On peut rajouter également que le médecin du travail peut également demander à revoir le salarié
pour un point de situation. Et donc, de ce fait, l'employeur aura nécessité de déclencher cette visite. Dans le même temps, donc suite à sa visite à la demande, le médecin du travail a orienté Jean auprès du service social OPSAT. Le service social OPSAT, il répond aux besoins des employeurs, mais aussi des salariés, bien entendu, en agissant sur différentes problématiques, tant professionnelles que personnelles. Donc, le service social a rencontré Jean. Le but étant notamment d'effectuer avec lui une demande d'invalidité afin de pérenniser ce temps partiel qui n'est jamais indéfini, hein, bien entendu. Donc, il a été effectué avec Jean cette demande d'invalidité qui a été accordée par le médecin conseil, qui permet à Jean de pérenniser son temps partiel à 50% et qui va permettre aussi pour lui d'effectuer une demande auprès de sa prévoyance en passant par l'employeur, bien entendu, mais ça va permettre peut-être de mettre en place la prévoyance de l'entreprise quand celle-ci, en tous les cas, est existante. Le service social a également orienté Jean auprès de Cap Emploi afin de s'intéresser à l'aménagement de son poste. Donc, je laisse la parole désormais à Mathis qui va vous expliquer davantage cet aménagement. Je te remercie, Joël. Alors, dans un premier temps, je vais présenter Cap Emploi. Cap Emploi, c'est un organisme qui accompagne des personnes en situation de handicap, qui sont reconnues ou en voie d'être reconnues en situation de handicap. On a 2 grands axes d'intervention. On a un axe qu'on appelle vers l'emploi, où on accompagne des personnes qui sont demandeurs d'emploi. Donc, on a des collègues qui sont dans les agences France Travail, qui accompagnent les demandeurs d'emploi sur des immersions, des prises de poste et toutes les intégrations dans l'entreprise. Et l'axe dans lequel moi j'interviens et ce webinaire est concerné, l'axe maintien dans l'emploi, dans lequel on accompagne des personnes qui sont déjà en poste, en activité, qui soient en arrêt ou en poste, donc des personnes qui sont salariées, agents de la fonction publique ou travailleurs indépendants. On recueille toujours l'avis du médecin du travail, l'accord de l'employeur et l'accord du salarié. Et on les accompagne sur des aménagements de postes de travail, des reprises suite à des longs arrêts maladie, enfin plus ou moins longs. Dans ce cas de la situation de ce webinaire, donc Jean, il y a eu une reprise donc en temps partiel thérapeutique qui a été initiée à 50%. Par la suite, Cap Emploi a été sollicité, comme a mentionné Joël. Il y a eu dans un premier temps un entretien individuel qui a été réalisé avec le salarié afin de faire un point sur l'état de santé du salarié et des aménagements qui peuvent être mis en place. Il faut savoir qu'il y a des aménagements qui ont été mis en interne par l'entreprise. Il y a eu un aménagement au niveau des tournées afin qu'ils soient positionnés sur des tournées qui soient plus facilitantes et avec moins de manipulation possible. Et également, l'entreprise avait mis un système de bâchage-débâchage. Concrètement, sans rentrer dans les détails, c'est un système qui permet de diminuer tout ce qui est flexion et rotation au niveau du tronc à l'aide d'un système de bâchage qui est réglable en hauteur à l'aide d'une perche. Lors de l'entretien individuel, on a évoqué qu'il restait toujours malheureusement des contraintes, principalement au niveau du siège du bus, enfin du poids lourd. Par la suite, donc on a réalisé une rencontre quadripartite avec l'employeur, le salarié et la médecine du travail, afin de rééchanger sur les aménagements internes et faire une visite du poste de travail et échanger vraiment sur les aménagements qui peuvent être mis en complément. Il y a eu 2 propositions qui ont été émises. Un sursiège, une proposition de sursiège afin de bénéficier d'un renfort lombaire un peu plus accru et un sursiège avec une forme de baquet pour avoir des maintiens latéraux. Et une deuxième possibilité, une acquisition d'un nouveau siège un peu plus ergonomique avec un renfort lombaire qui est un peu plus complet, qui soit réglable en hauteur et en profondeur et des maintiens latéraux qui soient renforcés. La première solution a été testée mais ne convenait pas, donc le sursiège.
et par la suite, il y a eu une acquisition au niveau du siège ergonomique. On peut passer donc un sondage pour savoir qui finance les aménagements qui peuvent être mis en place. Alors, on peut mettre le sondage en slide. Voilà, donc pour les travailleurs en situation de handicap, les aménagements ils peuvent avoir un coût pour l'entreprise. Donc, je vous laisse répondre dans la partie sondage qui peut financer justement les coûts. Ça peut être l'employeur, l'AGFIP, le salarié, les services de prévention de santé au travail ou Cap Emploi. Alors, je vois qu'il y a une majorité donc employeur AGFIP et une partie aussi Cap Emploi. Les bonnes réponses étaient l'employeur et l'AGFIP. Les services de prévention de santé au travail ou Cap Emploi ne financent pas les aménagements. On va le voir en cas concret à la prochaine slide. Pour cette situation, il y a une prise en charge de l'aménagement à 70% par l'AGFIP pour le siège qui a été mis en place spécifique et un reste à charge de 30% pour l'employeur qu'on estime en prévention santé, en prévention par l'employeur. Dans un premier temps, à chaque fois, pour les aménagements, on sollicite d'abord le droit commun, c'est-à-dire tout ce qui va être sécurité sociale, mutuelle, obligation de l'employeur en termes d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Et dans un second temps, on peut solliciter des aides spécifiques travailleurs en situation de handicap. On peut en retrouver deux. La première, ça peut être auprès de la MDPH, avec une demande de PCH, de prestation de compensation du handicap. La PCH, elle permet de compenser une perte d'autonomie des personnes dans la vie quotidienne. Et dès lors que c'est des situations, des aménagements qui dépendent plutôt de la vie professionnelle, on peut solliciter des aides financières auprès de l'AGFIP dans le secteur privé et le FIP dans le secteur public. Lorsque des aménagements ils sont estimés en compensation du handicap et dès lors qu'il y a un surcoût pour l'employeur du fait des pathologies, des handicaps du salarié. Voilà, donc des possibilités de financement en fonction de chaque situation. On en a fini pour cette étude de cas. On va prendre un temps pour répondre à vos questions que vous avez posées dans le chat. Alors, il y a une première question de Caroline. Les salariés ne sont pas obligés de le signaler à l'embauche. Donc, je suppose qu'on parle de la RQTH. Comment faire quand l'employeur apprend dans un second temps que le salarié a une RQTH et ne peut donc pas poursuivre son emploi? Alors, effectivement, les salariés ne sont pas obligés de signaler la RQTH. C'est en fonction de leur dépendance, de comment ils se sentent vis-à-vis de leur handicap, s'ils ont envie d'en parler ou non. Si l'employeur, bien sûr, apprend qu'il y a une RQTH, ça ne veut pas forcément dire que la personne ne peut pas poursuivre son emploi. Comme on a mentionné, il peut y avoir des aménagements qui peuvent être mis en place, un échange avec l'employeur qui est vraiment important à avoir. Et après, c'est pour ça qu'on essaie personnellement, je pense que c'est important d'évoquer les RQTH pour éviter tout ce qui peut être des conflits internes, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il peut ne plus poursuivre d'emploi. Voilà, il peut y avoir des aménagements à mettre en place. Une deuxième question. Que doit-on faire lorsque le médecin généraliste et le médecin de l'OPSAT ne préconisent pas le même temps de travail? Alors au niveau du temps partiel thérapeutique, c'est le médecin traitant, donc généraliste, qui préconise le temps partiel thérapeutique et le médecin du travail qui ensuite, avec le salarié, vont estimer le temps de travail à mettre en place. Mais voilà. Joël, si jamais tu veux ajouter des compléments, en tout cas, c'est le médecin du travail. La question est quelque peu, je dirais, complexe, effectivement. Alors, je ne sais pas si Mélodie, tu souhaites
rajouter certaines choses. Je dirais quand même que le point de départ reste la demande du médecin généraliste au niveau de ce temps partiel thérapeutique. Et je pense que je dirais qu'il faudrait plutôt se référer peut-être à la demande initiale du médecin traitant. Qu'en penses-tu, Mélodie? Je si, c'est bon. Je pense que faudrait qu'on revienne dessus plus précisément peut-être un petit peu plus tard. Pour qu'on puisse redonner la priorité, soit c'est le médecin traitant, soit c'est le médecin du travail, ou si c'est un peu plus fou que ça. Donc, on reviendra vers vous avec cette réponse dans la foire aux questions. Ok. Donc, une autre question de Caroline. Combien de temps maximum un salarié peut être maintenu en temps partiel thérapeutique? Donc, c'est 3 ans en complément, donc IJ et temps partiel thérapeutique compris ensemble. Est-ce qu'une demande de temps partiel thérapeutique doit être... Bon, alors on a déjà du coup, doit être complétée par l'avis du médecin du travail. Oui, tout à fait. Là, je confirme. La mise en place d'un temps partiel thérapeutique, il est, le salarié, ou en tous les cas, une visite doit être effectuée auprès du médecin du travail. Et on va faire, je pense, une dernière question. Est-ce que les financements d'AGFIP sont-ils destinés aux entreprises n'ayant pas l'obligation d'emploi? Effectivement, les financements d'AGFIP sont ouverts à toute entreprise qui soit moins de 20 salariés et qui ne soit pas soumise à l'obligation d'emploi, mais ils sont vraiment destinés aux personnes qui sont en situation de handicap et qui sont reconnues travailleurs handicapés. Voilà. Dans tous les cas, on répondra aux autres questions dans la fin de questions. Et je vais laisser la parole à Sylvia pour clôturer ce webinaire. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles et ont permis de répondre à vos principales questions. Donc, comme vous avez pu le découvrir, les acteurs qui œuvrent au maintien en emploi sont nombreux et le médecin du travail reste votre interlocuteur privilégié. Et donc, si c'est possible d'avoir la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour vous parler des prochains webinaires de la série, donc, en effet, parfois, un salarié de votre équipe peut être absent plusieurs mois. Pour l'entreprise, cette situation est souvent synonyme d'incertitude. Que faire? Comment anticiper? Quelles solutions proposer? Donc, c'est le sujet du prochain webinaire de notre série. Donc, j'ai un salarié en arrêt maladie longue durée, que faire? Et donc, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 22 janvier 2026 à 11h. Et le programme complet et le lien d'inscription sont disponibles dans le chat si vous souhaitez vous inscrire dès maintenant. Donc, pour retrouver l'ensemble des dispositifs, des contacts utiles et des ressources complémentaires, n'hésitez pas à consulter également notre site régional, donc Maintien en emploi, dont vous avez l'adresse qui apparaît à l'écran. Et donc, enfin, le replay de ce webinaire, comme on vous l'a dit, vous sera envoyé très prochainement par mail, avec également un questionnaire d'évaluation, un guide avec les missions et les coordonnées de l'ensemble des partenaires présents, et les réponses aux questions auxquelles nous n'avons pas répondu en direct. Donc, avant de nous quitter, nous vous invitons à répondre à un dernier sondage. Il nous permettra en effet de savoir si vous avez encore des questions et si vous souhaitez être recontacté par l'un des organismes partenaires. Donc, un grand merci à vous pour votre participation et une très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.